Décapiter est un acte qui demande beaucoup d'habileté. Et même si nous l'avons, il est presque impossible de percer le cou de quelqu'un avec une seule coupure en raison des différents muscles et os qui y existent. Un criminel aux cheveux blancs a été condamné à mort par décapitation. Votre exécuteur testamentaire n'est qu'un garde aléatoire du manoir local. Avant de commencer, il l'interroge sur ses dernières paroles. Le condamné n'en a pas, votre exécution commence. Plusieurs coups lui sont portés au cou, jusqu'au moment où la lame de l'épée se brise lorsqu'elle touche ta peau. Le criminel se demande pourquoi il ne peut pas mourir alors qu'il n'a aucun attachement à la vie. Et l'histoire de Jigo Kurako commence. Le criminel reconnu coupable se retrouve menotté dans une cellule de prison en train de parler à une femme, ce qui à son tour fait un rapport sur lui pour des raisons jusqu'alors inconnues. En l'interrogeant, elle découvre certaines particularités du criminel. Son nom est Gabimaru, il a été élevé dans le village d'Iwagakure en tant que ninja, et depuis qu'il était petit il a étudié uniquement les techniques d'assassinat, acquérant ainsi un corps surhumain. La femme suppose que briser une lame avec son corps est une tâche simple pour lui et les ninjas de ce village. Et Gabimaru est d'accord, disant qu'il n'a même pas besoin d'utiliser le ninjutsu avec des gens incompétents comme ce garde. La femme est curieuse de connaître cette conversation sur le ninjutsu et demande s'il ne peut pas lui montrer quelque chose, mais la demande est refusée. Peu après, une autre scène d'exécution, mais cette fois ce n'est pas une décapitation. Le feu de joie, punition réservée à ceux qui commettent un incendie criminel, est une méthode qui provoque une douleur intense et son nom est explicite. Gabimaru se retrouve attaché à un poteau en bois pendant que les gardes font les préparatifs. Le moment venu, ils essaient de le percer avant de tout mettre le feu, mais ça n'a pas marché avant et ça ne marchera pas maintenant. Les lances se brisent au contact de son corps, ne lui laissant d'autre choix que de le brûler vif. De grandes flammes consument complètement Gabimaru, ne nous laissant voir que sa silhouette au milieu du feu intense. Mais malgré toute la chaleur observée, la seule chose qui a fini par brûler, ce sont les vêtements qu'il portait. Et puis, à l'intérieur de la cellule, la même situation que précédemment se répète. Même fille avec le même condamné, tous deux se parlant à nouveau au même endroit qu'avant. Gabimaru demande des vêtements car il est pratiquement à court de vêtements après tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas le travail qu'elle est venue faire là-bas. La femme est venue juste pour en savoir plus sur lui, ce qu'il dit sans trop de réticence. Lorsqu'il était encore enfant, Gabimaru a fait tuer ses parents par le chef du village d'Iwagakure, mais il ne sait même pas pourquoi ni s'en soucier. Quant à ses rêves pour l'avenir, il répond que les ninjas n'ont pas de but grandiose, ils suivent simplement les ordres. Et demandant pourquoi il se trouvait dans cette situation, il dit que lorsqu'il tentait de quitter le village, il a été capturé pendant son travail après avoir été trahi par ses propres collègues. Iwagakure ne permet à personne de partir, alors Gabimaru en déduit que c'était un piège fabriqué par le chef du village. Après cette conversation, une journée passe et une autre exécution est appliquée. Cette fois, l'élu est l'exécution par des taureaux. Dans ce cas, les jambes du condamné sont attachées à des taureaux qui les tirent tous les deux et déchirent le criminel en deux. Alors qu'il continue l'exécution, ces animaux tirent les jambes de Gabimaru, mais il les retire dans un acte de résistance. L'exécution échoue à nouveau. Cette femme du reportage, qui regardait en fait, s'approche et dit qu'elle trouve son attitude intéressante. Après tout, pourquoi un homme sans attachement à sa propre vie résisterait-il lorsqu'on essayait de le tuer? Mais elle laisse cela de côté pour le moment et demande pourquoi il a essayé de quitter le village d'Iwagakure. Après quelques interruptions extérieures, Gabimaru répond que c'était un non-sens. Il était le meilleur d'Iwagakure, il avait même la reconnaissance du patron et la main de sa fille. Cependant, selon ses paroles, cette fille était une idiote complète, vivre avec elle ruinerait ses talents. Alors, il leur demande de le laisser quitter Iwagakure. Le patron accepte la demande, mais demande également à Gabimaru de faire un dernier travail avant de partir. Sachant que ce travail était un piège, il se laisse conduire et ne résiste même pas lorsqu'il le capture, car même s'il résistait, le village ne cesserait de le poursuivre partout où il allait. Pour terminer l'histoire, maintenant la nuit, la femme et un garde au hasard marchent côte à côte. Cet homme s'inquiète de son implication dans le criminel et la met en garde contre le nom sous lequel Gabimaru est devenu populaire. Une personne vide à l'intérieur, qui ne verse pas une seule larme. Un monstre qui a tué 20 hommes lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter, Gabimaru, The Void. Il dit également que tous les ninjas d'Iwagakure consomment quelque chose appelé élixir de vie, un médicament qui confère l'immortalité venant directement d'un endroit appelé Shinsenkyo, mais ce n'est qu'une supposition de sa part. Après cela, la scène montre Gabimaru se demandant pourquoi il a résisté aux exécutions. Mais il ne le trouve pas et décide qu'avec la prochaine exécution tout se terminera. La mort par ébullition ou la mort au chaudron fut alors choisie. Ils mettent de l'huile sur le feu et la jettent sur le criminel. Mais même cela ne suffit pas pour prendre soin du ninja. Il sort de l'huile bouillante en se demandant pourquoi il résiste autant alors qu'il est vide. Et puis, un autre jour, encore une autre exécution. Cependant, cette fois, il y a quelque chose de différent des autres. Ce sera une décapitation, ce qui n'était même pas le cas au début, mais le bourreau sera la femme qui observait et faisait le rapport. À ce moment-là, Gabimaru révèle qu'elle n'est pas qu'une simple inspectrice. Son nom est Sagiri Yamada Azemon, testeur d'épée et bourreau décapitant du clan populaire Yamada, qui est dans le métier depuis plusieurs générations. Les ronins de ce clan sont des maîtres épéistes capables de décapiter une personne d'un seul coup. Cependant, il est inhabituel qu'une femme en soit. Gabimaru est surpris par l'information, mais ne montre aucune réaction. L'exécuteur testamentaire, quant à lui, sort simplement l'épée et dit qu'elle réalisera son souhait. En un instant, le condamné se retrouve avec la tête coupée, mais ce n'était qu'une illusion créée par son propre esprit. Il se libère de ses menottes et au même instant, le propriétaire des lieux demande à Sagiri de le tuer rapidement. Répondant à la demande, en moins d'une seconde elle se positionne derrière le criminel, prépare la lame et effectue une coupe rapide.
Gabimaru l'évite de peu, mais cela n'a aucun sens. Pourquoi quelqu'un qui veut mourir dévierait-il? Le bourreau l'interroge. Le combat continue et plus il dure, plus Sajiri en révèle sur le ninja. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle déclare que Gabimaru a un grand vide en lui, cependant, il a aussi un énorme attachement à la vie. Pour être plus précis, il aime toujours sa femme, même s'il a déjà dit le contraire. Il se met extrêmement en colère et attaque l'exécuteur testamentaire, niant tout ce qu'elle dit. Et puis, en plein combat, Gabimaru se souvient de quelques moments qu'il a passés avec sa femme. Avec elle qui le réconforte, lui disant qu'il n'est pas vide même s'il pense le contraire. Des moments difficiles, où tous deux ne pouvaient pas vivre une vie normale à cause d'Iwagakure. Et à partir du moment où il a été capturé, où il a imaginé que l'espoir d'avoir une vie normale avec elle était mort. Cependant, Sajiri, contrairement à tout, lui montre un document officiel de grâce signé par le shogunat. Ce qui non seulement ôte toute accusation de son nom, mais lui confère également la protection du shogun lui-même. Cependant, pour y parvenir, il doit trouver l'élixir de vie pour le shogunat sur une île appelée Shinsenkyo, également connue sous le nom de paradis sur terre. Là où beaucoup d'hommes sont allés, mais aucun n'est revenu vivant, seuls leurs restes sont revenus. Le shogunat recherche des personnes jetables, comme Gabimaru, pour aller chercher cet élixir. Et la fonction de Sajiri était, en réalité, de rechercher de telles personnes et de les convaincre de partir. Elle dit donc que la femme de Gabimaru est toujours dans le village d'Iwagakure, qu'elle s'est isolée et croit toujours en son retour. Alors, Sajiri lui demande directement s'il est prêt à tout risquer et à se rendre dans cet endroit mystérieux pour avoir cette seule chance de la retrouver. Mais, indigné par tout ce qu'il a entendu, le responsable de l'exécution déclare qu'il ne le laissera pas partir du tout, décidant d'ordonner aux hommes de les tuer tous les deux. Ensuite, Gabimaru utilise un ninjutsu pour achever tout le monde et, au-dessus de la pile de leur corps, dit qu'il accepte la demande de Sajiri et toute autre demande qu'elle fait. Puis, quelque temps après l'événement, des souvenirs forts reviennent à l'esprit de l'exécuteur testamentaire. Encore une fois, le scénario classique de la décapitation, plus courant pour elle que pour nous, simples spectateurs. Le condamné en question a demandé à être décapité alors qu'il racontait une histoire. Bientôt, Kishiji Yamada Azemon, le père de Sajiri, céda à cette simple demande. Le moment venu, il prépare le coup calmement et d'un seul coup la tête de l'homme est déjà à terre. Cependant, le coup fut si parfait que le condamné ne se rendit même pas compte qu'il avait été décapité et raconta son histoire jusqu'au bout. En voyant cela, Sajiri, qui n'était qu'un enfant à l'époque, s'est donné pour objectif de reproduire le coup porté par son père. Mais je n'ai jamais réussi à le reproduire jusqu'à présent. Le poids de la peur et du doute sur l'épée de Sajiri fait mourir douloureusement le condamné, ce qui rend son épée encore plus lourde à chaque exécution. Actuellement, elle se demande comment éliminer ce sentiment de son cœur, alors elle n'hésite plus, mais elle n'a pas la réponse. Après ses souvenirs, la scène passe à plusieurs criminels aux yeux bandés rassemblés en présence du 11e shogun, Nariyoshi. Tout le monde ici a commis d'horribles crimes, depuis des incendies gigantesques jusqu'à des meurtres de masse. Mais ils ont tous été rassemblés là par le shogunat pour une seule raison, c'est-à-dire se rendre au Shinsenkyo et revenir avec l'élixir de vie, source d'immortalité. Celui qui réussira cette mission recevra la grâce officielle contenue dans un certificat gouvernemental. C'est du moins ce que dit le garde du shogun. Pendant ce temps, Sajiri regarde et cherche une réponse à son problème, pensant qu'elle le résoudrait si elle trouvait quelqu'un d'assez méchant pour ne pas hésiter à tuer. Mais cette pensée est interrompue peu de temps après. Maintenant, les gardes essaient de décrire à tout le monde à quoi ressemble l'île, mais personne ne veut plus entendre ce petit discours. Après tout cela ressemble à un conte de fées. Et donc, ils décident d'opter pour une approche plus directe. Ils demandent à tous les criminels d'enlever leurs bandeaux et de regarder un sergent qui a réussi à revenir vivant de cette île. Bien qu'il soit le seul à être revenu vivant, son corps est plein de fleurs et il ne peut même plus penser ni bouger. Il est douteux qu'il soit encore humain. À part lui, la soixantaine de membres d'une même expédition restent portés disparus. On ne sait presque rien de Shinsenkyo, alors les condamnés commencent à se demander s'ils devraient même y aller. L'élixir n'existe peut-être même pas après tout. Les gardes disent alors que la participation est volontaire, mais celui qui n'y va pas meurt. Ils mentionnent également que chacun d'entre eux qui mettra le pied sur l'île sera accompagné d'un moniteur du clan Yamada Azemon. Et s'ils enfreignent les règles aussi, par hasard, le moniteur ne revient pas vivant, ils seront tués ou ne pourront pas embarquer. En fin de compte, tout le monde est toujours dans le couloir de la mort et même sur l'île, cette situation ne changerait pas. De plus, un problème apparaît, il y a peu de moniteurs pour beaucoup de criminels, le bateau ne pouvait pas non plus accueillir autant de monde. Ainsi, sur ordre du shogun, ils doivent réduire le nombre de candidats qui embarqueront pour l'île. Dès lors, un massacre commence rapidement parmi les criminels. Et pendant que se déroule presque un combat de rue, Eizan Yamada Azemon, un supérieur de Sajiri, s'approche d'elle et commence à parler. Il dit qu'il ne pense pas qu'elle soit préparée pour ce travail de surveillante et qu'elle aurait dû rester à l'écart du sort des bourreaux. Puisque, selon lui, il n'y a aucune raison pour qu'une femme brandisse une épée, elle doit vivre en paix dans le manoir. Avec tout le respect du monde, Sajiri répond qu'elle ferait ça si elle le pouvait. Mais, même sans brandir une épée, tous les membres du clan Yamada vivent de la mort des autres, il est impossible d'ignorer ce fait. La vérité se reflétera toujours dans la lame, à la fois la douleur des exécutés et ce fait immuable. Sajiri ne peut échapper au sort des bourreaux et précisément pour cette raison, refuse de l'accepter en silence. Après toute la conversation, 3 criminels en difficulté l'attaquent dans le but de lui voler l'épée qu'elle possède. Elle décapite les 3 en séquence. Cependant, bien qu'ils soient de mauvaises personnes et se défendent simplement, Sajiri ressentait toujours de la peur, du doute et de la culpabilité en les tuant et se demande pourquoi. Presque englouti par ce sentiment. Cependant, il finit par se réveiller avec un commentaire inhabituel de Gabimaru qui dit qu'il n'est jamais facile de tuer des gens. Là, le ninja essaie de raisonner les gardes du shogunat, leur demandant s'ils
qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre la situation, affirmant que tout le monde ne tue pas parce qu'il aime ça. Cependant, rien ne va bien et ils disent même à un petit groupe de bandits que celui qui tuera Gabimaru sera définitivement emmené dans l'expédition. Il essaie à nouveau d'argumenter, disant que les choses peuvent être résolues d'une bonne manière, mais que les criminels s'en moquent. Maintenant, n'ayant plus d'option, il dit qu'il est déprimé en pensant au fardeau de la vie qu'il devra porter. Gabimaru attaque ses clochards et n'en laisse aucun en vie, ce qui rend tout le monde perplexe. Plus encore, Sajiri, qui après ces paroles, trouve un indice sur la véritable réponse à son problème. Ce qui ne consiste pas à vaincre la peur de tuer, mais à avoir la détermination d'accepter le fardeau de la peur et les vies qu'elle a coûté. Après ce spectacle, vers la fin de l'après-midi, le shogunat mit fin à ce combat et annonça haut et fort les 10 condamnés survivants qui se rendaient au Shinsenkyo. Parmi eux, un bandit, un samouraï, un homme masqué, un enfant, un prêtre maléfique, une fille sexy, une kunoichi, un jésuite renégat, un homme géant et le ninja Gabimaru. Ça pourrait être le nouveau casting de la bande-annonce de l'ouragan, mais ce n'est qu'une bande de criminels. Chacun d'eux sera accompagné d'un bourreau Azémon et ils embarqueront tous à bord d'un bateau vers une île inexplorée des mers du Sud. Et là, ils chercheront l'élixir qui confère l'immortalité. Au début de l'épisode suivant, on voit la tête d'Iwagakure se faire transpercer par plusieurs lames et kunai, même en ayant ses tripes renversées sur le sol. Et pourtant, l'homme reste debout tout en affichant un sourire macabre. Cette histoire s'est produite lorsque Gabimaru était enfant. Il la raconte à Sajiri pour prouver que l'élixir de vie existe réellement. Cependant, il ne sait pas si une telle chose existe à Shinsenkyo. Peu de temps après, nous voyons les deux hommes qui ont déjà embarqué sur l'île se promener. Sajiri trouve le paysage de l'île époustouflant et c'est en effet une belle chose à voir. Un lieu plein de fleurs et de vie à chaque coin de rue. Cependant, Gabimaru trouve tout cela abominable car rien n'y est naturel, tout se cohabite sans aucun critère. De plus, quand on se souvient de l'état de ce sergent, il n'y a aucun moyen d'attendre de bonnes choses de là. Par conséquent, Gabimaru libère ses obligations, mais Azémon le réprimande en disant que le gouvernement a interdit aux condamnés de le faire. Il se plaint évidemment, ça ne sert à rien de le laisser attacher. Cependant, Sajiri brandit son épée vers son cou et dit qu'elle n'est que l'exécuteur testamentaire en charge de l'affaire. Par conséquent, si Gabimaru refuse de lui attacher les mains, elle n'hésitera pas à lui arracher la tête. Ne voulant aucun problème, il accepte immédiatement la commande. Mais, alors qu'il lui attachait les mains, Gabimaru est soudainement frappé par une énorme boule de métal et jeté. Celui qui a fait ça était le criminel masqué nommé Keiyan. Il était autrefois un moine guerrier, mais il est tombé amoureux des armes pendant son entraînement et ce qui s'est passé. Malgré le coup, Gabimaru va tout à fait bien et souligne même que Keiyan n'est pas attaché. Et Sajiri demande à son moniteur pourquoi. Pour Keiyan, l'exécuteur testamentaire est le Kisho Yamada Azémon. Et il répond à Sajiri en disant qu'elle est trop carrée et qu'ils pourront simplement l'attacher à nouveau quand ils retourneront au bateau. Keiyan interrompt la conversation pour recommencer à se battre. Les moniteurs disent qu'ils n'interféreront pas avec quoi que ce soit, mais Sajiri ordonne quand même à Gabimaru de lui attacher les mains. Et malgré l'avantage qu'il avait, Keiyan perd lourdement et se retrouve avec plusieurs armes à travers son grand corps. Par conséquent, Kisho tire son épée et coupe la tête du condamné mort pour l'emporter avec lui comme preuve. Comme il n'a plus aucune obligation là-bas, il rentre chez lui. Sajiri dit à Kisho de faire attention sur le chemin du retour, mais il se tourne vers elle et lui demande pourquoi elle est inquiète. Après tout, il se considère chanceux de partir si tôt. Ne pas avoir à côtoyer des criminels et risquer votre vie tout le temps est un privilège, ce ne sont pas de simples contraintes qui arrêtent ce type de personnes. Selon lui, les samouraïs doivent suivre strictement les règles du shogun, mais ce qui compte vraiment en ce moment, c'est la priorité qui est de trouver le médicament pour l'immortalité. Tout le reste est secondaire, enfreindre les règles n'a pas d'importance tant que l'élixir est trouvé, après que toutes les règles ne valent rien pour les criminels. Kisho dit également que tout le monde là-bas est jetable, s'ils sont éliminés, ils amèneront simplement les suivants. Gabimaru demande qui serait le prochain et il répond en parlant du nouvel Iwagakure, ce qui inquiète le ninja. De plus, il prévient Sajiri que cette mission décidera probablement du futur chef des Azémon et continue son chemin peu de temps après. Maintenant, ils sont à nouveau seuls tous les deux. Le bourreau demande où ils vont quand soudain, Gabimaru disparaît de sa vue et apparaît en train d'essayer de la poignarder par derrière. Sajiri parvient à se défendre et proclame que la tuer est une violation des règles. Cependant, Gabimaru répond que c'est une question de priorité, si les gens d'Iwagakure arrivent, tout sur l'île sera dévasté, il doit donc trouver l'élixir avant cela. Et pour accélérer la recherche, vous le ferez vous-même. Alors, une bataille entre les deux commence, mais tous deux commencent à hésiter chaque fois qu'une opportunité se présente de tuer l'autre. À partir du moment où le combat continue, Gabimaru se souvient des paroles du leader d'Iwagakure. Ce patron dit qu'avoir des sentiments est un signe de faiblesse, c'est impossible de protéger quelqu'un d'important comme ça. Gabimaru décide d'écouter ces mots et de supprimer les émotions qu'il ressent. Mais quand il atteint enfin un point où tuer Sajiri n'est plus qu'une question de savoir s'il le veut ou non. Gabimaru hésite à nouveau, se souvenant de ce que sa femme a dit un jour sur ce qu'est la vraie force. C'est-à-dire accepter ses propres sentiments et ne pas les fuir. Sajiri remarque la réticence du ninja et donne l'impulsion finale pour mettre fin à ce conflit. Elle est prête à ignorer cette infraction aux règles, mais affirme que leur relation n'a pas changé. Cependant, nous n'avons même pas beaucoup de temps pour réfléchir. Un poisson monstre et plusieurs insectideux surgissent de nulle part et entourent les deux. C'est quelque chose de tellement absurde que c'en est presque incroyable. La créature humanoïde en forme de poisson attaque Gabimaru et il riposte avec un coup de pied qui enlève une partie de la tête de l'animal. Mais, peu de temps après, il finit par être rattrapé et projeté à la renverse au sol. Sajiri est inquiet et propose de l'aide, cependant, il lui dit de rester à l'écart. Dans ce moment de désespoir,
Gabimaru se souvient d'une règle ninja qui consiste à ne pas affronter des ennemis inconnus. Il envisage de s'enfuir, cependant, il ne sait pas s'il doit le faire avec ou sans Sajiri. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il est à nouveau attrapé et projeté par la créature qu'il combat, le faisant saigner. N'ayant pas le temps de récupérer, d'autres bizarreries apparaissent. Des monstres géants au sourire macabre. Le bourreau panique presque, mais sait que si elle le faisait, ce serait sa fin, alors elle a du mal à garder son sang-froid. Maintenant Gabimaru a fait le contraire, arrêté de penser aux distractions autour de lui et est passé en mode berserker, annihilant ses aberrations une à une. Jusqu'à ce qu'un instant, Sajiri soit confus et soit sur le point d'être tué par l'un de ces géants. Mais Gabimaru la sauve inconsciemment et est presque attaqué dans le processus. Cependant, il est sauvé par un groupe de personnes. Parmi eux, 2 exécuteurs, Santa et Janji, et une Kunoichi nommée Yuzuriha. D'emblée, Yuzuriha tente de séduire Gabimaru pour qu'il travaille à ses côtés, ce qui n'a aucun effet sur cet homme fidèle. Même si cela ne fonctionne pas, la Kunoichi dit qu'elle souhaite quand même qu'ils travaillent ensemble, car il est plus sûr d'être dans un groupe plus grand. Cependant, elle est interrompue par Sajiri qui demande pourquoi 2 moniteurs l'accompagnent. Là, Janji révèle qu'il surveillait en réalité Makiya Moro, le jésuite renégat. Cependant, Makiya a été trompé et tué par Yuzuriha, alors il a décidé d'accompagner la femme en affirmant qu'un seul moniteur ne suffirait pas à s'occuper d'elle. Suite au sujet principal, elle veut toujours Gabimaru comme allié, mais il dit qu'il ne lui fait pas confiance. Ainsi, la Kunoichi dit que cet accord n'est pas une question de confiance, les deux vont simplement s'utiliser autant qu'ils le peuvent. Toujours indécise, Gabimaru demande ce qu'elle a à offrir. Yuzuriha dit qu'elle fournira des informations en échange de sa force. Pour le convaincre davantage, elle lui raconte un peu ce qu'elle a vu des insectes de Shinsenkyo, comme les écailles hallucinogènes des papillons à visage et l'effet de leur piqûre, qui est de faire éclore des fleurs chez celui qui pique. Lorsqu'on lui demande comment elle a obtenu cette information, Yuzuriha répond simplement qu'elle a tout testé et bien plus encore sur le jésuite qu'elle a tué. Gabimaru pose encore quelques questions, ce qui ne le mène presque nulle part, mais il finit par accepter cette alliance douteuse. Peu de temps après, Sajiri s'évanouit à cause de l'effet des écailles du papillon qui était encore en l'air après la bataille. Pour cette raison, chacun cherchera un endroit où s'abriter. Nous voyons ensuite Shob, un bandit condamné, et son frère Thomas, devenu bourreau d'Azemon juste pour libérer son frère aîné du couloir de la mort. Dans les souvenirs de Thomas, il nous montre toute la trajectoire de leur vie. Depuis la perte de leur père et de leur mère, jusqu'à la période où ils ont dû vivre dans la rue et même lorsqu'ils ont été capturés par des bandits. Ce qui les a maintenus en vie malgré tout, c'est l'adaptabilité. Pour ce duo, l'adaptation fait la force. Et Shob est un génie dans ce domaine depuis qu'il est petit. Actuellement, ils sont à Shinsenkyo, combattant des monstres bizarres. Ils sont presque blessés pendant le combat et lors d'une évasion planifiée, mais ils restent en vie. Sortis de nulle part, ces énormes animaux commencent à parler de péché. Un peu terrifié, Thomas commence à penser que ces choses sont en réalité des divinités et que cette île est un endroit où l'on punit les pécheurs. Shob, en revanche, n'a pas de souvenir très agréable des paroles qu'il a entendues et devient complètement fou, écrasant toutes les monstruosités qui se mettent en travers de votre chemin. Une fois que tout est fini, Shob se fixe un objectif, exterminer tous les monstres et criminels. À la fin, lui et son frère trouvent l'élixir de vie et le boivent eux-mêmes, ce que Thomas accepte très volontiers. Au début du prochain épisode, Sajiri souffre d'hallucinations dues aux écailles du papillon. Elle voit son père la mépriser rien que par son regard, et avec effroi, il se réveille et se retrouve dans un endroit étrange. Janji, le plus proche en ce moment, vient voir Sajiri et lui explique la situation. Il dit qu'il se trouve dans une grotte qu'ils ont aménagée comme abri et explique pourquoi elle s'est évanouie, en plus de lui dire de continuer à s'allonger et à se reposer. Mais Sajiri ne l'écoute pas, car elle ne peut s'empêcher de faire son travail d'observation du criminel dont elle est chargée. Cependant, en quittant la grotte, elle se rend compte qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. Il y avait Gabimaru, préparant le dîner pour tout le monde, à côté de Santa, qui raccommodait quelques vêtements, et Yuzuriha, étant juste elle-même. Après avoir vu que son compagnon s'est réveillé, Santa donne l'idée de partager ce qu'ils savent jusqu'à présent et aussi de s'arrêter pour dîner. Les gens sont d'accord et tout le monde entre dans le refuge pour discuter. Gabimaru commence par dire qu'en cherchant des ingrédients pour la nourriture, il n'a rien trouvé de prometteur, mais il a beaucoup appris sur la flore locale. Selon lui, la plupart des fleurs proviennent du pays d'où elles viennent, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est que plusieurs de ces fleurs ressemblent aux samouraïs envoyés sur l'île il y a quelque temps. Quoi qu'il en soit, il n'a rien trouvé qui ressemble à l'élixir de vie. Peut-être qu'il l'avait même trouvé, mais il ne l'aurait pas su même s'il l'avait vu. Gabimaru l'a juste cherché en se basant sur un dessin fourni par le shogunat. Sachant cela, Santa dit de ne pas trop s'attacher à ce dessin. Et il dit aussi avoir trouvé sur cette île plusieurs statues qui font référence au taoïsme et au bouddhisme. Laissant de côté la partie religieuse, Santa se demande qui a fabriqué de telles statues. Y a-t-il des gens qui vivent dans cet endroit infernal? Personne ne le sait, mais c'est un endroit trop dangereux pour que des gens ordinaires puissent y vivre. Poursuivant le sujet, Sajiri commente l'anatomie des monstres. Évidemment, ils sont tous étranges, mais lorsqu'elle les coupe, elle sent qu'ils n'ont aucun organe à l'intérieur de leur corps. Et Gabimaru ajoute que les êtres sans organes sont signes d'immortalité, donc l'élixir de vie doit bien être sur cette île. Comme c'est la seule et peu d'informations dont il dispose, il décide d'analyser l'écologie de ces monstres à la recherche d'un indice. Quelque temps plus tard, au crépuscule, Sajiri regarde le coucher du soleil et se rend compte que cela ne fait même pas un jour depuis qu'ils ont mis les pieds à Shinsenkyo. Ensuite, Janji s'approche et commence à dire que Sajiri devrait abandonner cette mission et reprendre un bateau pour retourner sur la terre ferme. Elle est visiblement confuse par ce qui a été dit, mais il dit qu'il assumera ses responsabilités et aussi que Sajiri, avant tout, est une femme et seulement ensuite un samouraï
samouraï. Par conséquent, sa priorité devrait être d'épouser le prochain chef du clan Yamada Azemon. Elle essaie de répliquer, mais Janji n'accepte rien et continue de lui dire de prendre un bateau et de sortir de là bientôt. Mais Santa interrompt la conversation en se demandant s'il est si facile de revenir, puisque la plupart de ceux qui sont venus là-bas ne sont même pas revenus. Puis la scène passe à l'enfant Nuruge et au bourreau Azemon Tanza, tous deux sur un bateau essayant de s'échapper de cette île maudite. Clairement le plus lucide de tout cet anime. Cependant, alors qu'ils pensent avoir atteint le navire du shogunat et qu'ils sont enfin en sécurité, ils tombent en réalité sur un cimetière naval, où tous ceux qui ont tenté de s'échapper ont fini par disparaître. Ainsi, lorsque Tanza dégaine son épée, une énorme créature les attaque, détruisant le bateau dans lequel ils se trouvaient. Il fuit parmi les épaves des bateaux, mais Nuruge ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'une punition divine. En courant aussi vite que possible, il rencontre Kisho, mort en fleurs. Tanza veut essayer de le sauver, mais c'est trop tard. Au même moment, les deux sont entourés d'une créature kraken qui déchire le corps de Kisho en deux. En voyant cette scène, Nuruge pense simplement à abandonner, ne sachant pas s'il est digne de vivre ou non. Et elle réaffirme que tout cela est une punition divine pour avoir tué son grand-père et ses compagnons, mais pas volontairement. Comme Tanza est stupide, il ne comprend rien de ce qu'il a entendu et lui demande de s'expliquer, encore et encore. Mais il en a marre de ne rien comprendre et demande juste si Nuruge veut survivre. Elle est un peu réticente, mais dit qu'elle veut vivre et retourner un jour à la montagne. Et d'une manière ou d'une autre, ils parviennent tous les deux à trouver un bateau encore intact et à reprendre le courant jusqu'à Shinsenkyo, déterminés à trouver un moyen de rentrer chez eux. Quelques heures plus tard, pendant la nuit, Sajiri et Gabimaru commencent à parler pendant que tout le monde dort. Gabimaru remercie l'exécuteur testamentaire de l'avoir calmé plus tôt et s'excuse pour l'attaque soudaine. Maintenant, vous avez réussi à décider quoi faire à partir de maintenant, c'est-à-dire ne pas fuir quiconque essaie de vous empêcher de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Après avoir entendu ces mots, Sajiri dit qu'il est fort. Et Gabimaru répond en disant qu'elle est encore plus forte, mais qu'elle n'a pas encore expérimenté sa propre force. Elle est surprise d'entendre ce qu'il a dit, mais décide d'accepter ses paroles. Maintenant, le matin, quand Janji s'approche d'elle en lui disant qu'il l'accompagnera jusqu'à un bateau pour revenir, Sajiri dit qu'elle restera sur cette île, sinon elle ne pourra pas décider quelle vie elle veut mener. Janji pense que c'est absurde, après tout, pour lui, Sajiri n'est qu'une femme et ne devrait se soucier que d'avoir les enfants du clan Yamada. Cependant, Sajiri est fatigué d'entendre cela et d'être rejeté, et lui demande s'il vous plaît de la voir comme un samouraï. Et même après cela, Janji refuse toujours de l'accepter et lui porte un grand coup. Quand il fait cela, il est désarmé par elle et est toujours en colère de s'être fait voler son épée. Il reprend l'épée, cependant, tout à coup un homme de la taille d'un ours apparaît et donne un coup de pied qui arrache un morceau de la hanche de Janji et l'envoie voler. Je ne sais pas comment personne n'a vu venir ce géant, mais Sajiri s'inquiète de la situation de son compagnon et court là où il a été jeté. Le bourreau sexiste est à bout de souffle, il dit à Sajiri de s'enfuir, mais il n'a même pas le temps. Le géant est déjà derrière elle prêt à l'écraser d'un seul coup. Gabimaru agit rapidement et lance un coup de poing volant au visage de cet homme ours, empêchant son attaque. Malgré ce corps surréaliste, ce colosse n'est même pas un monstre de cette île, mais plutôt l'un des damnés appelés Rokurota. Cependant, le moniteur responsable de lui, Ezan Yamada Azemon, n'est pas là. Même après ce coup de pied au visage, le colosse est pratiquement indemne et regarde tout le monde comme s'il s'agissait de sa proie. N'ayant pas le choix, Gabimaru décide de le tuer, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il décide donc de mesurer sa force d'abord et de réfléchir à un plan plus tard. Et ce faisant, même si c'est évident, il découvre que Rokurota est absurdement fort, ce qui rend impossible de bloquer une attaque de ce type sans mourir instantanément. Même la plupart de ses ninjutsu ne sont pas capables de lui faire du mal. Comme il est seul en difficulté, il demande de l'aide à Yuzuriha, au moins pour le distraire et réfléchir à un plan ensemble. Mais elle refuse, affirmant que sa part de l'accord consiste simplement à rechercher des informations. Ensuite, Sajiri s'occupe de Janji, mais il est à bout de souffle et demande à être laissé là. Ne l'admettant pas, Azemon demande de ne pas abandonner si facilement. En voyant ses actions, Janji dit qu'elle est une personne curieuse. Il y a quelques minutes elle était en colère comme un homme et montre maintenant une affection très féminine. Elle répond simplement qu'il n'y a ni homme ni femme dans cet endroit, elle ne veut tout simplement pas voir mourir un de ses compagnons. Ainsi, Janji comprend enfin quel chemin Sajiri veut suivre, et lui tend son épée, disant que l'âme d'un guerrier est dans son arme. Le samouraï Sajiri accepte humblement l'âme de ce guerrier. Pendant ce temps, Gabimaru ne savait pas quoi faire en combattant Rokurota seul, et comme réponse littérale à son problème, Sajiri semble couper l'un des doigts du colosse. Les deux se demandent mutuellement de l'aide et élaborent un plan simple, ce qui consiste à tuer Rokurota d'un seul coup en le décapitant, mais pour cela il faudrait le faire mettre à genoux, ce qui est la position courante pour ce type d'exécution. Cependant, avant de commencer à mettre en œuvre ce plan, l'estomac du colosse commence à grogner. Rokurota pousse un cri assourdissant et attaque Gabimaru avec une vitesse inattendue, le frappant carrément. Le ninja parvient à se relever, mais il ne reste que la housse de l'harmonica. Incapable de bouger, Gabimaru est une proie facile pour Rokurota. Le géant lance une attaque vers lui, dans laquelle Sajiri se place devant pour tenter de bloquer. Normalement, cela serait impossible, cependant, elle aligne ses sentiments avec sa raison pour rendre sa technique d'épée aussi parfaite que possible. Bloquant non seulement cela, mais aussi une série d'attaques de Rokurota, le faisant même s'agenouiller, mais sans avoir suffisamment de temps pour le décapiter. Voyant l'état de Sajiri, Gabimaru propose l'idée de mettre le feu à toute la forêt à l'aide de son ninjutsu. Par conséquent, Rokurota, étant beaucoup plus grand, s'est retrouvé sans air à cause de la fumée, le forçant à s'agenouiller pour respirer. Sajiri approuve l'idée et Gabimaru l'exécute parfaitement, mettant le feu à tout autour de lui. Sans
Santa et Yuzuriha, qui regardaient juste, s'enfuient à cause de l'incendie créé, laissant les deux terminer le travail à partir de là. Le plan fonctionne bien, Rokurota s'enivre du monoxyde de carbone présent dans la fumée et finit par baisser la tête. Sajiri prépare l'épée pour une coupe rapide et précise, cependant il hésite en l'appliquant, laissant presque le temps au colosse de se relever. Cependant, Gabimaru se rend vite compte de la situation et maintient l'homme au sol de toutes ses forces. Et puis, le bourreau aligne à nouveau son émotion et sa raison, délivrant une coupe précise avec un calme et une fureur maîtrisée, décapitant le géant sans douleur. Incapable d'enterrer ni Rokurota ni Janji, les deux partent pour éviter d'être engloutis par les fortes flammes. Et alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils trouvèrent Yuzuriha et Santa devant un village abandonné. Santa pense que cet endroit pourrait être habité par des gourous. Après cela, la scène passe aux frères Shob et Thomas. Le plus âgé demande ce que sont les gourous pour le plus jeune, et il reçoit la réponse qu'il s'agit d'être au-delà de l'entendement, une sorte de surhumain immortel qui habite l'île de Shinsenkyo. Après l'explication, ils entendent tous les deux quelque chose d'étrange au milieu de la forêt. Et quand ils regardent plus profondément, ils voient deux filles sans vêtements faire des choses que je ne peux pas dire à voix haute. Mais alors qu'ils se rapprochent, ils leur lancent tous deux un regard terrifiant et le 6e épisode de Jigokuraku se termine.